Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gann pour vous retrouver. Laissez-moi juste chercher l'avertissement sur les risques liés au trading, il doit se trouver quelque part par ici. Et le voici, je vous laisse en prendre connaissance. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur, déjà c'est la session la plus importante de la semaine, puisque il y a la publication des stocks de pétrole, ça a toujours un impact sur le prix du pétrole et sur la perception générale du risque, parce que le niveau actuel du prix du pétrole représente un risque pour l'économie. Et puis donc ce soir, les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, avec donc un compte-rendu de la dernière décision de politique monétaire. Donc on va en parler. Qu'est-ce qu'on attend ce soir? En gros, quelle est l'information qui sera importante ce soir? Je vous débriefe ça en quelques minutes. Et ensuite, on se concentre sur les paires majeures du FX, car c'est l'objet de ce webinaire, le Good Morning Euro-Dollar. Et je vais bien, cher Sébastien, qui me pose la question. Je ne pose pas les commentaires parce que dans le chat, je vous ai mis donc le fameux lien pour participer au questionnaire en question dont Sylvain vient de vous parler. L'idée c'est toujours la même chose. Si vous prenez 10 minutes de votre temps pour aller au bout du questionnaire et que dans la foulée vous m'envoyez un email de confirmation, et bien derrière vous recevez donc 500 dollars. Alors pas 500 dollars sur le compte de trading, mais 500 dollars pour vous faire plaisir sur ce site, fxmapps.com. Alors, beaucoup d'indicateurs sont gratuits. D'ailleurs, au passage, on n'en parle pas assez souvent de ce site d'application. Il y a plein d'indicateurs que vous pouvez comme ça télécharger et implémenter sur la Trading Station, donc la plateforme téléchargeable. Et puis certains autres indicateurs, ils sont payants. Pourquoi ils sont payants? Parce que ça nécessite du temps, du développement en interne, des ressources techniques, informatiques. Donc forcément, tout n'est pas gratuit. Par exemple, l'indicateur Candlestick Pattern Scanner qu'on nous demande très souvent, il a un coût, ça vaut 199 dollars parce qu'il a fallu un certain temps pour mettre au point un programme qui scanne toutes les configurations en chandelier japonais. Donc si vous allez au bout du questionnaire 10 minutes, vous m'envoyez un mail, vous avez 500 dollars. Et donc par exemple cet indicateur il est pour vous. Voilà, allez, parenthèse terminée, c'était la partie publicité, on va passer aux choses sérieuses. Le marché des changes et les fondamentaux. Alors, c'est la session la plus importante de la semaine parce que ce soir, ce sont les minutes de la Fed. Alors, c'est quoi les minutes de la Fed? C'est un compte-rendu de politique monétaire. Un compte-rendu sur quoi? Alors, je vous montre le site de la Fed. C'est là, de toute façon, où vous aurez l'information la plus directe. Donc ici vous êtes face au site du FOMC, donc Federal Open Market Committee, donc FOMC, FOMC. Qu'est-ce que c'est le FOMC? C'est l'organisme exécutif, le pouvoir exécutif de la Fed, qui décide donc des perspectives de la politique monétaire de la Fed. En gros, 12 membres. Alors, qui sont ces membres? Je me réfère ici à la décision du 16 mars. C'est cette décision qu'on débriefe ce soir, le 16 mars. Alors, que s'est-il passé le 16 mars? Je vous invite à vous reporter à vos graphiques. Mais en l'état, ce soir, le document qui sera publié à 20h débrief le 16 mars. Voilà. Donc, le communiqué de presse du 16 mars, il est là. Je vous redonne le lien vers ce communiqué de presse, puisqu'en l'état, c'est ce dernier communiqué de presse qui sera débriefé ce soir. Je viens de vous le poster donc dans la section commentaires. Voici quels sont les membres votants du FOMC, donc Madame Yellen, forcément, Monsieur Dudley, qui est vice-président, Monsieur Brennard, Monsieur Bullard, Monsieur Fischer, Monsieur Mester, Monsieur Powell, Monsieur Rosengren, Monsieur Tarullo. Et donc vous avez ici un état des lieux de ce qui avait été fait la semaine dernière. Ce soir, ces 12 membres votants du FOMC seront répartis dans deux groupes. Le groupe qui suit Madame Yellen, qui a tendance à être accommodante, et le groupe qui défend un resserrement monétaire plus agressif de la part de la Fed, à savoir un relèvement des taux, notamment lors de la prochaine décision de politique monétaire qui interviendra le 27 avril. Alors autant vous dire que la probabilité de voir la Fed relever ses taux le 27 avril, c'est 0%. Par contre, elle est un peu supérieure, cette probabilité, pour la réunion du 15 juin. Cette réunion du 15 juin qui s'accompagne d'ailleurs à nouveau d'une conférence de presse de Janet Yellen. En l'état, le 27 avril ne fait pas débat. C'est dans 3 semaines. La Fed ne montera pas ses taux le 27 avril. Par contre, le débat porte sur le 15 juin. Que fera-t-elle?
Et ce soir, le document qui sera publié à 20 h va permettre aux investisseurs d'ajuster leurs anticipations sur cette décision de politique monétaire, celle du 15 juin, avec derrière les conséquences fortes donc sur le dollar américain. Alors cette semaine, c'est l'ouverture du premier trimestre en bourse, un second trimestre qui démarre presque de manière similaire aux 6 premières semaines de l'année, qui étaient donc des semaines d'aversion au risque, avec la reprise de la tendance haussière du yen, la reprise de la tendance haussière des contrats de taux souverains bien notés, donc le Bund par exemple, ou encore la reprise de la tendance haussière du métal jaune. Alors moi je me concentre énormément sur cette devise qu'est le yen, tout simplement parce qu'en 2016, les mesures d'assouplissement monétaire additionnelles de la Banque centrale du Japon ne font plus baisser le yen. Et d'autre part, sur le plan technique, vous avez sous les yeux des bougies mensuelles avec un signal d'achat qui a été donné en février 2016, similaire à celui qui avait été donné en octobre 1998, similaire à celui qui avait été donné en septembre 2008. Septembre 2008, c'était le mois qui a suivi la faillite de Lehman Brothers, c'était août 2008. Donc techniquement parlant, en 2016, j'ai un objectif sur le yen index à 97. Donc en l'état, à peu près encore 10% de progression pour la devise japonaise, essentiellement sur fond de nouvelle étanchéité de la devise par rapport à la politique monétaire de la Banque centrale qui frappe la monnaie, la BOJ, la BOJ, la Banque centrale du Japon, quoi. Et bien sûr, pardon, l'aspect retrouvé, refuge de la devise japonaise. Alors ce soir, bien sûr que le yen sera impacté, il le sera d'ailleurs avant ce soir par déjà la publication des stocks de pétrole, donc c'est quelque chose sur lequel il faudra se concentrer avant les minutes de la Fed, et bien sûr le dollar US qui a connu donc en avril un mois particulièrement baissier, que l'on retrouve d'ailleurs sur des graphiques de long terme du taux de change euro-dollar. Je vais donc vous le remontrer, le voici, le taux de change euro-dollar, ce fameux graphique de long terme. Alors attention, un graphique de long terme, ça ne produit pas son effet la séance d'après. Je vais simplement vous remontrer quelque chose sur le taux USD-Yen, justement sur la base d'un graphique de long terme. On va se remettre en weekly chart. Alors on va pas se mettre ici en weekly chart. Juste, je remets le yen index. On va repasser ici en H4, en données hebdomadaires. Voilà. L'USD yen casse la ligne de coup la première semaine de février. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de pause avant de reprendre la direction donnée par ce signal de vente de février. Et c'est un graphique weekly. Et il a fallu 7 semaines pour réengager. Le signal positif que je vous montre sur le graphique mensuel de l'euro-dollar, c'est un graphique mensuel. C'est-à-dire qu'on peut le confirmer dans 7 mois. C'est juste, voilà, pour prendre du recul par rapport au graphique de long terme, ça peut prendre des mois et des mois. Mais ce sont des signaux forts. Par contre, en termes de timing, certes, on a une belle clôture mensuelle qui parle la semaine dernière, mais les conséquences ne sont pas forcément pour cette semaine, ni pour le mois prochain, ni pour septembre prochain, ça peut être en décembre prochain. Voilà, c'est juste pour revenir sur ces éléments-là. L'impact qu'a un graphique de long terme, c'est pas immédiat, hein, c'est pas une cassure horaire. La cassure horaire, ça produit des éléments rapides. Donc ça, justement, je reviens par exemple sur le chandelier H4 du taux de change du taux de change USD yen. Donc c'était celui-ci, c'était ça mon chart. Voilà. Alors par exemple, au contraire, lorsqu'on a une cassure H4, donc typiquement celle qu'on a eu le 4 avril ici sur l'USD yen, bon bah les conséquences c'est le créneau H4 qui suit ou la séance du lendemain. Voilà, donc c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Certes, il y a des signaux très positifs sur le graphique mensuel de l'euro-dollar, mais vous attendez pas à un 17 aujourd'hui, ou ce soir, ou peut-être même pas dans 2 mois. C'est juste voilà, pour remettre les choses dans leur contexte. Bref, donc moi ce qui m'intéresse beaucoup à l'ouverture de ce second trimestre, c'est le yen et sa capacité donc à progresser davantage. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va impacter le taux de change USD-Yen? Bien sûr, les minutes de la Réserve fédérale ce soir. Depuis le début de la semaine, le marché est en mode JPY. Aujourd'hui, il passe en mode USD. C'est sur la devise US qu'il y aura le plus de volatilité. Et pas forcément à l'ouverture de la session US, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de statistiques US, hormis
les minutes de la réserve fédérale et les stocks de pétrole, il n'y a rien. Il n'y a rien de réellement important. Alors, le taux de change USD-Yen, j'estime qu'il y a des perspectives négatives fortes. Maintenant, pour intervenir, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas pris le train en marche? Eh bien, j'ai deux niveaux techniques à vous proposer. Tout d'abord, la zone 111, 111,35. Un USD-Yen qui remonte entre 111 et 111,35 serait le pullback parfait. Et d'autre part, la moyenne mobile 20, ici, en données 4 heures, qui a l'avantage de bien guider le canal chartiste qui est ici en place. Et c'est un canal qui fonctionne puisqu'il a permis d'attraper hier le point bas sur le niveau donc des 109,95, sur le niveau des 110. Donc, aujourd'hui, et lors des prochaines heures, le niveau qui m'intéresse sur l'USD Yen, c'est cette zone de prix, le pullback à 111. Donc voilà, un USD Yen qui remonte de 50, peut-être 80 pips, serait donc idéal pour cette stratégie de vente. Alors après, c'est pas garanti qu'on remonte et qu'on effectue le pullback. L'autre scénario possible, c'est la dérive latérale légèrement ascendante, comme le marché est en train de faire. Regardez ces petits corps, ce sont des toupies ici, en terminologie japonaise, en données 4 heures. Le marché peut voir donc une succession de toupies légèrement ascendantes jusqu'à ce que l'indicateur de tendance vienne couvrir les cours ou que la dérive latérale nous ramène au contact de la partie haute du canal. Donc il y a ces deux possibilités. Forcément, je ne sais pas exactement quel sera le choix technique que fera le marché entre ces possibilités-là. Mais il faut chercher à se concentrer donc sur ces résistances. D'autre part, on peut utiliser d'autres indicateurs, comme d'habitude, donc l'approche contrarienne des marchés financiers, pas loin maintenant de 80% d'acheteurs sur le taux USD-Yen, et notamment dans cette phase de baisse depuis vendredi dernier sur l'USD-Yen, il y a eu une explosion des positions longues des retail traders, donc des traders particuliers chez FXM. C'est très similaire à ce qui s'est passé sur l'avancée de l'euro-dollar depuis 2 semaines, avec une explosion des positions short. Et forcément, ça entretient le mouvement haussier de l'euro-dollar comme cela entretient le mouvement baissier du taux de change USD-Yen. Donc, sur ce marché, voilà donc ce qui m'intéresse. 111, le niveau de vente optimal. 111,35, c'est la gestion du risque. MM20H4 qui retombe sur les cours et qui, je pense, lors du premier contact, peut relancer la baisse de ce marché. Alors, des paires en yen, il y en a un certain nombre. Ne sous-estimez pas aujourd'hui l'impact sur le CAD yen des stocks de pétrole. J'estime toujours hautement probable que le marché se replie à 82,77. C'est propre. On a cassé hier un support à 85. On a fait 2 étoiles du soir sous 87. Première étoile du soir, c'était cette configuration en 3 chandeliers japonais. 29 janvier, 1er février, 2 février. Seconde étoile du soir, 30 mars, 31 mars, 1er avril. Double échec sur 87. J'envisage toujours sur le CAD yen un retour à 82,77. Alors je poursuis le tour d'horizon des paires en yen, le GBP yen, qui donc se stabilise sur un objectif de cours technique à 156,11. J'envisage un range, quelque chose qui vienne consolider dans le bon sens du terme, renforcer la jambe de baisse qui a été celle de ce marché entre 159,50 et 156. Ce range peut se déployer entre quel prix et quel prix, à peu près dans le range actuellement délimité par les cours, entre 156 et éventuellement 157. Phase de transition latérale d'une centaine de pips avant derrière d'avoir donc un nouveau choc. Donc ça c'est sous surveillance. Alors les paires en yen, il y en a beaucoup, ce sont celles qui m'intéressent le plus dont je viens de vous parler. Après il y a toujours aussi un intérêt sur le CHF yen et l'euro yen. Le bémol, c'est que l'euro n'est plus une devise faible, et c'est le cas depuis décembre dernier. Le CHF yen peut cependant se replier en direction des 114,60. Et l'euro yen, lui, il a déjà atteint hier un objectif. L'objectif des 125,20. Attention, ça peut casser 125,20 sans aucun souci, sauf que le signal n'est pas donné. Vous avez ici des chandeliers D1. Sur l'euro yen, j'ai besoin de chandeliers D1 pour m'exprimer, parce que l'euro n'est plus une devise faible. En l'état, le signal de vente avait été donné par l'avalement baissier du 1er avril, enfin, l'avalement baissier des séances du 31 mars et du 1er avril. On a brisé cette ligne de tendance. Bon, pour aller plus bas sur l'euro yen, maintenant, il faut casser les 125,20. Alors, on va évoquer maintenant les paires en dollars. Le NZD-USD qui amorce une réaction sur MM20 jours. Bon, c'est une réaction sur MM20 jours. Alors après, moi je reste sur une invalidation sur le NZD-USD puisque j'avais envisagé un intérêt
du niveau à 0,68 $, pour une stratégie positive, donc ça a été breaké, donc c'est invalidé, ça on en a déjà parlé hier, et maintenant je me réfère à ce canal. Donc voilà, ce canal qui est renforcé par MM 50 jours, c'est dans cette zone de prix qu'on aurait éventuellement un nouvel intérêt acheteur, donc c'est encore trop tôt. La UD-USD, je me pose la question d'une nouvelle divergence haussière cachée. Alors, c'est pas aussi propre que cela l'était par exemple le 24 mars dernier, mais en l'état, concentrez-vous sur ces bougies H4. Vous avez la réaction de la UD-USD sur un support à 0,7510, donc pas de cassure de support, le niveau horizontal est tenu, alors que ici, l'indicateur technique RSI, je vais vous le montrer, le mettre en évidence, il a fait un nouveau bas. Alors, je me pose sérieusement la question d'une nouvelle divergence haussière cachée, ici intraday, sur le taux de change AUD-USD. Bon, il faut confirmer, et aujourd'hui, sa confirmation, elle viendra du dollar US. On a eu en début de semaine un statu quo de la Banque de réserve d'Australie avec un léger mouvement baissier, sans pour autant casser de fort support. J'aurais tendance à dire que si ce soir l'USD est sous pression, l'AUD-USD peut être un candidat à une remontée en direction des 76,80. Alors, en termes de money management, la double réaction positive sur 75,09, ça donne un niveau pour gérer son risque. Donc voilà, le principe de cette émission, c'est de faire le tour d'horizon des paires majeures. Bon, bah voilà, là je surveille, je vous propose d'utiliser ce niveau horizontal pour une éventuelle stratégie de reprise basée sur l'observation d'une dive haussière cachée potentielle et donc de cette réaction que je trouve favorable sur 75,10 avec en H4 un avalement haussier, donc cette structure en deux chandeliers qui amorce cette réaction positive sur 75,10. Donc un long AUD en gérant son risque sous 75, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah bien sûr c'est indicatif. Et la target c'est une remontée en direction des 76,80. Le GBP USD, c'est la paire en dollars inintéressante au possible, c'est un range, donc je vous montre le graphique. Un support à 1,4050, cette ligne de tendance, et je dis next, m'intéresse pas. Alors le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, l'idée c'est quoi? Depuis le début de la semaine, je patiente et je patiente. J'attends 3 indicateurs et j'ai un doute à mettre en avant. Les indicateurs que je surveille sont en plus de catégories multiples. Le chartisme, la tendance et le momentum du marché. Un indicateur de tendance, MM50 x H4, qui se trouve ici. Le momentum avec ce support horizontal sur le RSI H4, donc le marché n'y est pas encore. Et enfin, le chartisme. Et c'est là où je formule un doute. Il y a cette ligne de tendance, peut-être trop évidente. Et il y a le support weekly optimal, 1,1260, 1,1280. C'est donc là où j'ai une forme d'hésitation sur le taux de change euro-dollar. Et au final, je vais faire le choix de me fier au RSI. Je n'envisage donc aucun long tant que mon RSI H4 ne s'est pas posé sur le support, qui est en fait le support depuis le 10 mars, celui de la BCE. Support ici le 10 mars, support lorsque le marché testait 1,1150. Donc j'ai besoin de voir mon indicateur se replier vers les 37-38 et ce sera donc finalement mon juge de paix sur le taux de change euro-dollar, plus que la MM50, plus que cette ligne de tendance, d'ailleurs dont je vais réduire l'épaisseur parce que pas lui accorder non plus trop d'importance. Je vais me fier à mon RSI H4, besoin de voir un momentum se stabiliser, se poser, des clôtures H4, il y a celle de 11 heures, il y a celle de 15 heures, il y aura même celle de 19 heures, il y en a 3, pour 3 incréments supplémentaires sur le RSI, parce qu'il se construit sur les cours de clôture, et à ce moment-là, je formulerai une opinion plus tranchée. Voilà, donc je repasse sur ce chart de l'USD Yen, et je me dirige vers vos questions. Donc, alors, vous avez donc à nouveau, pour ceux qui nous ont rejoints, dans la section commentaires, le fameux questionnaire. Si vous le remplissez, vous m'envoyez la confirmation sur ma boîte mail pro. Et ensuite, derrière, les 500 $ pour faire vos courses sur le magasin d'applications. Bien sûr, ceux qui sont payantes,
Donc voilà, notamment celles qui sont ici le plus mises en avant. Par exemple, vous avez l'onglet ici Top Paid. Alors Top Paid, c'est quoi? Ce sont les applications les plus téléchargées par les clients FXM dans le monde, mais des applications payantes. Donc le reporting Strongweek à 100 $, l'automatique Fibo à 50 $, le téléchargement des données historiques pour justement 500 $, le Candlestick Pattern Scanner pour 200 $. Bon voilà, il y en a tout un tas. Daily FX Asia Range Strategy, bon bref, il y en a même pour la MT4, Swing High, Swing Low. Bon, je les connais pas tous, hein, mais voilà, il y en a un certain nombre qui sont codés et donc c'est dans cette catégorie que vous allez pouvoir utiliser le coupon. Si je reçois donc l'email en question qui confirme que vous avez bien répondu au questionnaire de satisfaction sur nos produits et services. Allez, on passe aux questions. Alors je lis les commentaires mais je les poste pas. Donc bonjour Vincent, un point sur l'AUD NZD. Alors c'est parti. L'AUD NZD. Alors, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire sur l'AUD NZD, si ce n'est que c'est un range et qu'on vient d'échouer dans la partie haute du range. J'envisage donc un repli de ce marché. Quelle interprétation on peut avoir sur l'AUD NZD? C'est peut-être aussi quelque chose qui invite à se reporter à nouveau à l'AUD USD. En D1, on a quand même cassé ce support, on a fait un pullback. Le risque, c'est de retomber. On est couvert par MM20. Donc, plutôt un risque de voir l'AUD NZD baisser un peu. Mais franchement, honnêtement, mieux vaut vous intéresser à l'AUD USD. Il y a quelque chose qui est un peu plus propre. Il y a le support horizontal à 75,09. Il y a cette dive haussière cachée potentielle. Pour gérer son risque, on a le niveau horizontal, c'est une cinquantaine de pips pour envisager d'en reprendre environ 120. Donc voilà, on est à peu près dans les cordes. On est dans les cordes du money management. Alors le délai pour recevoir le coupon, ce sera rapide. Hein, ce sera plus tard début de semaine prochaine. Au plus tard début de semaine pro. Alors Vincent, à quelle heure, quel jour on verra l'USD Yen à 106? Alors franchement, aucune idée. Mais voici ce que je vous propose. Alors, un marché passe beaucoup plus de temps en range qu'en phase directionnelle. Les ranges durent beaucoup plus longtemps. On vient de sortir par le bas. Alors attention, hein, sous réserve d'une clôture weekly qui se fasse à 110, hein, pas à 111 ou 111,50. En weekly chart, voilà, ce qu'on est en train de tenter de faire cette semaine, c'est de quitter ce range par le bas. Un range de 7 semaines. Honnêtement, si c'est confirmé vendredi à la clôture FX, la cassure des 111, donc une clôture weekly à 109,50, 110, ça va pas traîner. C'est beaucoup plus rapide les phases directionnelles, notamment les phases directionnelles baissières. Donc c'est une cible que j'envisage avant la fin du mois d'avril, sous 2-3 semaines. Alors, question de Bado, la BOJ peut-elle intervenir? Alors, la dernière fois que la Banque Centrale du Japon est intervenue, dans les faits, c'était le 29 janvier 2016. Donc le 29 janvier 2016, la Banque Centrale du Japon adopte un refinancement négatif, hausse de l'USD Yen, alors qu'il n'a pas été une hausse anodine, de 350 pips, annulée dans la foulée. Mais il y a toujours cette possibilité. Hein, une hausse de 300 pips et ça retombe dans la foulée. C'est le risque. Mais regardez, en début de semaine, il y a eu des déclarations d'Auriko, je ne sais plus comment on dit, Monsieur Kuroda, bref, peu importe, en faveur de davantage d'assouplissement monétaire. Le yen ne bouge pas. Donc, une remontée en ligne droite de 350 pips, c'est la Banque Centrale du Japon qui sort l'artillerie lourde. Et c'est possible qu'elle le fasse un jour, parce qu'elle est très gênée par cette appréciation du yen. Elle ne va pas se laisser faire. Mais
au-delà d'une session FX, ou de 2 maximum, je ne pense pas que cela pourra inverser la dynamique. Mais il y a toujours ce risque. Ça, c'est une réalité. Alors, peut-on envisager aujourd'hui un USD Yen à 109,85? Je ne sais pas. Aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible. Techniquement parlant, en tout cas, c'est tout à fait envisageable. Alors, le taux de change AUD-USD, une question précise de Stéphane. Concernant donc votre commentaire sur la UD-USD, quel est l'élément qui permettrait de se mettre long sur la paire? Alors c'est-à-dire les arguments en fait qui moi m'intéressent sont la tenue d'un support horizontal propre, le point de rebond ici de fin mars, l'avalement haussier, la dive haussière potentielle cachée, avec en plus une compression de momentum. Donc ça pourrait s'accélérer, quelque chose de cette nature-là. Après, les paramètres de trading sont présents là sur le chart. 75,09 c'est pour gérer son risque. On ne peut pas tolérer le marché qui repasse en dessous. Ce serait l'invalidation de ces arguments. Donc pour gérer son risque, c'est sous 0,7509. La cible, c'est une remontée à 76,80. Et le niveau d'entrée, le niveau d'entrée, j'ai envie de dire, ça vous appartient. Mais actuellement, le niveau des prix actuels offre un money management intéressant. On peut même, je dirais, je vais être plus précis, la figure qui permet de rebondir, c'est cet avalement. La partie haute, c'est 75,46. Ce serait un bon point. 75,46. Ce serait un prix intéressant. Regardez, c'est la base de l'avalement. Et puis c'était aussi un point d'accélération ici le 29 mars. Alors, où trouver le lien? Il est là, le lien. Alors, est-ce que tout le monde peut remplir l'enquête et où trouver le lien? Oui, alors je reposte le lien. Tout le monde peut remplir. Alors, enfin, c'est le lien pour les clients réels, hein, les clients réels chez FXM. Hop, je le reposte. Voilà, il vient d'arriver dans la section commentaires. Donc voilà, vous faites copier-coller. Alors, pourquoi ça me fait ça là? Attendez, je vais vous le remettre proprement. Hop, copie hyperlink. Et le voici. Et hop là. Voilà, donc vous cliquez sur ce lien à 9h48. Alors bien sûr, hein, c'est pour ceux qui ont pu tester la plateforme FXM, ses cotations, son exécution sont pris en réel. Hein. Voilà, donc vous pouvez cliquer ça. En toute honnêteté, ça va vous prendre 10-15 minutes. Après, ça dépend si vous prenez votre temps. Et puis après, vous m'envoyez donc l'email une fois que c'est fait. Et d'ici début de semaine prochaine. Moi, le principe, c'est que derrière, je transfère votre email au service client. On enregistre le fait que vous ayez participé donc à cette enquête. Et derrière, vous recevrez donc le bon d'achat de 500 $. Donc l'euro-dollar, moi vous l'avez compris, je me concentre énormément sur mon RSI H4. Et je pense que c'est encore trop tôt. Alors c'est vrai que je dis ça depuis lundi. Depuis lundi je dis c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Mais j'ai toujours cette conviction que c'est trop tôt. Et j'ai ce doute qui est celui du chart weekly. Je passe en plein écran parce que là vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. J'ai ce doute là. La cassure weekly, c'est 1,1260, c'est allez 1,1266. Mais franchement là ça tient bien. Mais voilà, imaginez ce soir des minutes de la Fed qui quand même montre qu'au sein du FOMC, parce que Madame Yellen, elle a beau prendre la parole et faire baisser le dollar, elle n'a pas plus de poids que les autres. Ils ont chacun une voix. Elle n'en a pas deux ou trois en tant que présidente de la Réserve fédérale. 12 membres votants, elle fait partie des 12 membres votants, et son avis compte pour une voix. Mais en tant que présidente de la Banque centrale, elle a un impact en termes d'influence sur les autres membres. Donc en fait,
si son point de vue a davantage d'impact sur le dollar US, c'est parce qu'elle est la présidente et qu'elle a davantage d'influence. Mais concrètement, le jour J, lorsque les votes sont enregistrés, elle a une voix. Donc, je n'exclus pas ce soir une volatilité propre au dollar US, le ramenant violemment à un 12,60. C'est ce qui me gêne. Et dans ce cas, en partant du principe qu'il existe un risque de vol, il y a la possibilité, pour préserver le capital, de rien faire aujourd'hui. D'attendre de comprendre le rapport de force, et derrière de prendre la position qui correspond à ce rapport de force. Ou ceux qui désirent prendre la position avant l'événement monétaire, dans ce cas, c'est d'énormément limiter l'exposition. Et une fois l'événement monétaire bien compris et bien interprété, de rentrer davantage dans le sens de la tendance qui sera celle après le compte-rendu. De toute façon, l'objectif principal, c'est de préserver le capital. Donc, je pense qu'il faut essentiellement se concentrer sur cette dimension du volume, donc de son exposition. Donc potentiellement, la position qui est prise en amont sur Eurodoll avant la publication du compte-rendu peut se faire sans effet de levier. Quitte à prendre du levier une fois la direction claire. Alors, le CAD yen, j'en ai parlé donc tout à l'heure, je suis baissier sur le CAD yen. Sur le plan technique, 2 étoiles du soir sous 87, c'est propre. On a brisé 50 sur le RSI. On passe en phase de momentum baissier. Je vise 82,77. 82,77 avec désormais donc une première résistance à 85. C'est vrai qu'à l'époque on parlait beaucoup d'une compression en biseau. Bon, ça a pris son temps. Bon, c'est pas non plus un wedge pur, mais au final, on sera quand même sorti par le bas de cette compression et avec ce double échec sous 87. Alors, quel impact peuvent avoir les minutes de la Fed sur les indices boursiers? Eh bien ça, c'est une question à laquelle je tenterai de répondre dans le morning meeting. Voilà, merci d'avoir été attentif. Merci donc de votre participation active au questionnaire. Et je vous retrouve donc à 11 h dans le morning meeting. Merci beaucoup.